ou améliorer la production d'une fleur ou d'une choucroute ou d'une carotte. On n'a certainement pas vu un brontosaure faire ça. L'homme fait ça. Il est la conscience de ce monde. Son rôle est crucial sur cette planète. Au niveau écologique, par exemple, c'est une catastrophe. Dira la pessimiste. Oui, mais, dira l'optimiste, qui recycle désespérément chaque semaine. Mais bon, c'est à chacun. Le problème, c'est qu'une société... Le concept de société en tant que tel est une espèce d'illusion de perspective, d'une certaine façon. La société est faite d'individus. Alors moi, j'ai toujours tendance à penser que si chacun fait son petit bout, il y a peut-être une possibilité pour qu'il y ait des choses meilleures qui se passent. Oui, ça c'est sûr. Surtout au début, je ne sais pas si tu te souviens, au début des années 90, c'était la journée de la Terre, le The Earth Day. Les années 90 allaient bouleverser la façon qu'on allait penser, la façon qu'on allait consommer, qu'on allait... Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Zéro. En tout cas, moi, je récupère. Mais ça donne rien. C'est ça qui est comique, c'est que ça donne rien de récupérer. Ça donne quelque chose, mais tellement à petite échelle que moi, d'aller porter ma boîte de céréales vide sur le bord du trottoir le matin, je veux dire, ça change rien au problème global. Si tu restes, ton bungalow est situé à côté d'une usine pétrochimique hyper polluante, bien, récupère tant que tu veux, mais tu vas crever pareil. Il faut se rendre compte que c'est un autre niveau que ça se passe. Et bon, on a vu des compagnies de recyclage sacrer les produits à recycler dans les dépotoirs. On l'a vu récemment, il y a 2-3 ans. Écoute, ce sont ces compagnies-là qui gèrent notre avenir et absolument, on ne peut pas se fier à ces gens-là. Souvent, cette espèce de mode verte-là a fait qu'on avait des fausses solutions. Je veux dire, peut-être on peut mettre nos tomates dans d'autres choses que des cannes de conserve en métal. Et ça, c'est pas à nous, consommateurs, de décider ça. C'est peut-être à nous d'exiger ça, mais le fait d'exiger ça ne changera pas grand-chose. On va se faire manipuler point de vue publicitaire, marketing. Moi, je me rappellerai toujours de McDonald's. McDonald's avec son espèce de contenant en styrofoam pour Big Mac. À un moment donné, là, la pression verte a fait que on voulait plus de ça. Bien, on n'en a plus eu. On avait un petit contenant en carton ou c'était juste du papier. Sauf que, bizarrement, je suis allé en Angleterre exactement pendant ce temps-là et eux, il y avait le contenant en styrofoam. Pourquoi? Parce que les Anglais, c'était pas encore intéressant pour eux, point de vue environnement, d'exiger ça. Donc, une compagnie planétaire donnait le petit bonbon aux Québécois en disant « Ah, vous allez avoir un petit contenant écologique ». Puis aux Anglais, disaient « Ben, vous avez le contenant polluant », puis quand vous le demanderez, là, tu dis « C'est le même cerveau ». Donc, ça ne peut pas être pour une autre raison que du marketing. Et faire de l'environnement pour du marketing, c'est là qu'on va se parler, c'est sûr. La couche d'ozone se situe à peu près 25 km de hauteur dans l'atmosphère et c'est une couche relativement mince. Les rayons du soleil passent à travers cette couche-là et ça filtre les rayons du soleil qui sont nocifs pour notre peau. OK? Alors, si la couche d'ozone est détruite, bien, ces rayons-là passent et puis ça touche notre peau et finalement, ça donne des problèmes de santé. Prenons simplement les automobiles. Tous les constructeurs automobiles nous disent que les automobiles sont maintenant beaucoup moins polluantes. Sauf que la pollution automobile globale augmente parce qu'il y a plus d'automobiles. Si l'automobile pollue 2 fois moins puis il y en a 3 fois plus, on a encore un maudit problème. Disons que c'est la même chose pour les changements climatiques. La destruction de la couche d'ozone, c'est pas quelque chose qui va complètement détruire la civilisation ou des choses du genre. C'est plutôt ça va plutôt causer des problèmes de santé. Et donc, des problèmes de santé, on parle aussi automatiquement de problèmes économiques parce que les gens sont obligés d'aller dans les hôpitaux, ça coûte plus cher, il faut développer des traitements. On va voir des sauts d'humeur dans la nature comme on n'a jamais vu. On voit actuellement simplement un échantillon. Globalement, au cours des 100 dernières années, on a constaté qu'il y a effectivement une augmentation de la température globale. On parle d'environ 1,5 à 1 degré Celsius depuis les 100 dernières années. Et tout ça est un petit peu confirmé par les modèles climatiques qui nous prévoient là, la poursuite de ce réchauffement-là si on continue à ajouter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Ce qui est le plus frappant, au fond, quand on regarde les 50 dernières années, en gros, disons ça comme ça, depuis la dernière guerre, depuis les années 50, c'est le succès extraordinaire de l'espèce humaine sur la Terre. Donc, on est de plus en plus nombreux, on habite de plus en plus, des zones de plus en plus grandes, de plus en plus d'environnements ou de micro-environnements dans le monde, on les conquiert, on les habite, et en même temps, on les change, on les bouleverse ou on les détruit. Ben, quand on parle de l'influence que l'homme a sur notre climat, principalement, on parle finalement des changements climatiques principalement. C'est-à-dire que l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère nous apporterait un réchauffement global de la température de la planète. Et ce réchauffement-là pourrait causer, par exemple, une augmentation des événements extrêmes, un changement de patron des régimes de précipitation, des choses du genre. Ça va causer des translocations de population. Il va y avoir des zones sur la Terre où on ne va plus être capable de vivre. Il va faire trop chaud. Ces gens-là vont venir où? Ils vont venir vers le nord. Mais nous, on est dans le nord. Alors, il va y avoir des mouvements de population qui vont quitter des exodes de zones qui ne vont plus être habitables. Ben non, quand même, on devrait avoir un sentiment de fierté de foutre la planète. C'est notre continent qui est en train de saccager la planète. Il faut être fier de nos accomplissements. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est que la Terre a un trou dedans, les ovnis sont là, puis on est pognés avec eux autres depuis 20 ans. Éliminer la vie sur Terre, c'est un objet qui a à peu près 15 km de diamètre. C'est une grosse roche par les standards humains, mais c'est un objet qui est plus petit que l'île de Montréal, finalement. On estime que la possibilité de se faire frapper par un objet de cette taille-là, on parle de quelques kilomètres, 5, 10, 15 kilomètres, ça devrait survenir une fois à tous les millions d'années environ. Alors, le dernier impact majeur a eu lieu il y a 65 millions d'années. Alors, on est peut-être dû, si on peut dire. Ça, c'est des choses qui sont facilement... on peut prévenir ça parce qu'on est capable de voir très loin dans l'univers. Dans des films comme Armageddon, et puis on se réveille un matin, puis « Oh non, une comète qui arrive dans deux mois. » Mais ça, c'est impossible. On peut pas se réveiller puis dire « Elle arrive dans 2 mois. » On peut prédire des trajectoires, là, des centaines d'années, des milliers d'années. Donc, c'est sûr que s'il y a quelque chose qui s'en vient présentement, qui va nous frapper dans, je sais pas, moi, d'ici 1000 ans, c'est sûr qu'on le sait déjà. Donc, on a le temps de se préparer puis d'aller vendre chez nos REER. On parle de plusieurs dizaines d'années. Si on est capable de calculer la trajectoire d'un objet et de savoir que dans 20, dans 30 ou dans 50 ans, il peut nous percuter, ben, c'est pas mal plus facile de faire changer légèrement sa trajectoire maintenant. Ça ne prend pas un grand changement de trajectoire pour que dans 50 ans, il nous manque complètement à ce moment-là. Des fervents de l'ufologie vont avouer que le triangle des Bermudes bougeait et que c'est en rapport avec le spatio-temporel. Qu'est-ce que je sais est trop secret, je suis trop curieux. C'est impossible, selon moi, qu'on soit menacé par des extraterrestres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est que la Terre a un trou dedans, les ovnis sont là, puis on est pognés avec eux autres depuis 25 000 ans. Notre histoire en est peuplée, puis ils sont là à nous écœurer, tu sais. Qui vivent de chair d'humain, il n'y a personne qui veut ça. Puis qu'ils soient voyageurs du temps, puis qui jouent sur notre destin, il n'y a personne qui veut ça. Puis ça, bouffe ta soupe, c'est comme ça, c'est ça. Le centre de la Terre, il y a un trou dedans, les autres sont là. C'est ça qui est comique, parce que quelqu'un de peureux comme moi est très, très, très sécure à ce niveau-là, parce que je pense qu'il y avait un physicien qui avait calculé que dans l'univers, le plus pessimiste possible des calculs donnait qu'il y avait 6 civilisations d'à peu près avec notre niveau d'intelligence, qui n'est pas très élevé, mais quand même, donc qui seraient susceptibles de communiquer avec nous et peut-être de venir nous visiter. Sauf qu'il disait que la plus proche se situerait à 2000 années-lumière. Ça veut dire 2000 ans à la vitesse de la lumière pour arriver chez nous. Ça fait très loin pour venir disséquer une vache dans un champ de blé d'Inde à Trois-Rivières puis se sauver le lendemain, là. Bien, disons que ce sentiment-là que les gens ont, que la nature est plus déchaînée qu'avant, c'est principalement médiatique, là.
partout où il y a une inondation maintenant, partout où il y a un tremblement de terre, partout où il y a un ouragan, il y a une caméra de télévision qui nous envoie immédiatement, souvent presque en direct ou en direct, ces images-là qui sont toujours assez spectaculaires. Évidemment, par définition, l'image doit être spectaculaire, c'est pour ça qu'elle passe. Donc, il y a quand même un effet, à cause de la multiplication des médias, des émissions de télévision, de la couverture de ça, à cause de la facilité d'échange des images aussi aux quatre coins de la planète avec les satellites, de la rapidité de l'échange. On a l'impression tous les soirs en regardant le téléjournal qu'on est sur une planète de catastrophe. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? C'est très difficile à savoir, c'est très difficile à discuter. Pour ce qui est d'un point de vue scientifique, là, si on compile les données et qu'on tente de déterminer s'il y a plus de catastrophes naturelles qu'auparavant, on n'a aucune réponse très claire à la question. Donc, s'il y a tendance, elle est très faible. Les recherches en paléontologie, donc on recule 3 000 à 4 000 ans, ne semblent pas avoir montré, là non plus, des fluctuations aussi grandes dans des très petites périodes de temps. C'est sûr qu'il y a eu des fluctuations importantes sur le monde, sur le globe, mais ça a pris plusieurs millions d'années. Et là, on voit ces fluctuations arriver littéralement dans une génération. Ce qui m'inquiète, moi, et ce qui me frappe chez mes contemporains, c'est dans le fond la confiance religieuse qu'ils ont mis dans la science, c'est-à-dire une sorte de naïveté quasi médiévale, si on peut dire, dans le phénomène scientifique, pensant que tout progrès est bon en soi, carburant à l'idée fixe du progrès, mais c'est une idée vide, parce qu'en fait, ce qu'on appelle progrès scientifique, la plupart du temps, c'est l'occasion pour un certain nombre de grands consortiums de faire plus d'argent, de maximiser les profits et de faciliter les retombées là, pour les actionnaires. En gros, c'est ça. Il ne faudrait pas non plus que la population s'imagine qu'on puisse réduire ou on puisse diminuer le niveau de contrôle qu'on doit exercer sur une culture. Alors, les pesticides ou le contrôle en général, il va toujours falloir l'effectuer. D'une part, parce que les organismes deviennent résistants. Et d'autre part, parce qu'on en demande de plus en plus par mètre carré. On demande de plus en plus de production par mètre carré. Le mètre carré de sol dans les pays industrialisés devient de plus en plus dispendieux à entretenir, à acheter, à exploiter. C'est l'humain qui a provoqué cette histoire-là. On voulait avoir une abeille plus efficace, plus productive de miel, et donc on a apporté une abeille africaine au Brésil, dans la région de São Paulo, dans les années 56 par là, pour faire cet accouplement. Finalement, pour faire un hybride avec l'abeille italienne. Finalement, il y a eu quelques couples qui ont échappé à nature, et à ce moment-là, cette abeille africanisée a fait un hybride avec l'abeille italienne, qui, évidemment, elle est plus efficace, elle est plus productive de miel, mais elle est aussi beaucoup plus agressive, et donc plus dangereuse, quoi. Les insectes, c'est sûr, c'est un succès biologique dans l'histoire de la Terre, de la vie sur Terre extraordinaire. Les insectes existent depuis probablement plusieurs dizaines, centaines de millions d'années, et on dit toujours que, advenant par exemple une catastrophe qui détruirait complètement l'humanité, par exemple les catastrophes nucléaires, comme on les imaginait il y a quelques années, on y pense un peu moins aujourd'hui, on disait que les insectes, on dit que les insectes auraient une capacité de s'adapter ou de résister ou de survivre dans un environnement, par exemple, hautement radioactif. Là, de là à voir, encore une fois, une catastrophe, de voir des insectes qui pourraient tout à coup détruire, décimer des populations, on voit mal comment ça pourrait se faire dans les conditions qu'on connaît actuellement. D'après moi, je pense qu'il y a toujours moyen de contrôler les insectes, sauf qu'il va falloir admettre qu'ils sont en danger, qu'ils sont en risque. Et donc, l'histoire de trouver une solution, puis on se croise les bras, ben c'est fini. Il va falloir continuer la lutte et continuellement. Ce qui pourrait causer la fin de l'humanité, il pourrait y avoir aussi un virus galopant. Bon, les possibilités de catastrophes, il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Quelle joie. On sait que les échanges internationaux sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus fréquents qu'avant, donc ce virus-là pourrait voyager plus rapidement. On aurait peut-être moins de temps pour réagir, donc ça c'est un beau cas
d'importation ou d'exportation, c'est un endroit où on se met, de virus. Théoriquement, on est dû à peu près, puisque ça devrait se passer tous les 70 ou 80 ans, d'après les statistiques, pas des statistiques théoriques, là, mais d'après des statistiques tirées de la biologie des virus, donc quelque chose d'assez sérieux. On pourrait avoir ça, mais je pense qu'on est peut-être assez bien équipé pour y faire face. Ce serait pas la fin du monde, ce serait peut-être la fin de la race humaine, peut-être la fin de la vie sur la Terre. Je crois pas. Même à l'intérieur de la race humaine, la diversité est tellement grande que je crois pas qu'il y ait de risque réel qu'un micro-organisme soit introduit capable de compromettre la survie de la race. Les effets sociaux pourraient être extrêmement importants, mais compte tenu de la diversité à la fois biologique de la race humaine, compte tenu de la diversité dans l'environnement, dans les habitudes culturelles, je pense qu'il y aura toujours suffisamment d'êtres humains qui vont survivre à quelque épidémie que ce soit pour continuer l'aventure. Je suis d'ailleurs persuadé que, vous savez qu'il y a eu un clonage de brebis en Angleterre. Je suis d'ailleurs persuadé, moi, qu'un clonage chez les êtres humains a déjà été fait. Qui regarderait les hommes d'aujourd'hui dirait qu'ils se prennent pour des dieux. La population pense qu'il y a plein de mythes au niveau de la génétique, comme on a encore l'impression que cloner quelqu'un, c'est placer une cellule dans un micro-ondes, puis 5 minutes après, il sort un être humain, grandeur nature, c'est pas vrai, ça. C'est des faussetés. Pas plus que si un clone de moi peut devenir quelque chose. Le clone d'Hitler pourrait très bien fleurir. C'est toujours la santé qui sert de prétexte. Bien sûr, on espère guérir des dystrophies et puis toutes sortes de maladies graves et inquiétantes, corriger génétiquement ces anomalies-là. Sauf que le problème, c'est qu'il faut aussi se demander si, par ce perfectionnement-là de la science et de la génétique, on ne met pas en pratique d'une manière inconsciente ce qu'on a rejeté en 39-45 dans le projet eugénique nazi. Aujourd'hui, les moyens techniques sont là. Et s'il devait surgir dans un pays comme les États-Unis, un dictateur qui décide d'épurer la race par ces moyens-là, alors les dangers seraient infiniment plus grands qu'ils ne l'étaient en 1930 en Allemagne. Alors ça m'a toujours inquiété dans le développement de la science, puis dans le développement génétique, c'est qu'en fait, d'une manière inconsciente, on pourrait penser souvent qu'on voit réapparaître ce fantôme hideux là, qui est la programmation d'une race, puis l'amélioration de l'humain en modifiant génétiquement ce qu'il est, son caractère. Et ne serait-ce que pour cette raison, il faut qu'on s'arrête, que l'humanité au complet s'arrête pour réfléchir sur cette question. Mais malheureusement, on n'a pas de lieu pour discerner, pour faire une lecture éthique de ces avancements-là et de ces technologies-là. On perd ces espaces de discussion sur le bien fondé de ce progrès qui est parfois meurtrier. C'est ça qui est pour moi l'enjeu des démocraties, c'est comment survivre aux innovations technologiques, comment faire en sorte que ces questions pointues, techniques, soient publiquement débattues, ce qui ne semble pas être le cas actuellement. Et ça, c'est la limite des démocraties, où on joue encore avec les émotions, avec des idées extrêmement simples, alors que les enjeux des technologies ont des répercussions infiniment plus complexes que ce qui fait les beaux jours des politiciens actuels. C'est ça Mais moi, je dis aux gens, arrêtez de croire ce que vous disent les savants sur ces questions-là. Informez-vous, écoutez-les objectivement, parce qu'ils ont beaucoup de choses à vous apprendre. Mais sur la question essentielle, hein, vous êtes aussi habilité que n'importe quel savant sur la question essentielle. Voulez-vous rester des animaux raisonnables ou devenir des cyborgs, par exemple? Sur cette question-là, vous êtes aussi habilité que n'importe quel savant à juger. Vous savez, ce qu'on peut conclure de tout ce qu'on observe depuis 15 ans, c'est que l'humanité actuelle est absolument incapable de s'imposer des limites. Dès qu'elle a les moyens de faire quelque chose, elle le fait. Et c'est ça qui est inquiétant. Nous n'avons plus collectivement, à l'échelle des nations comme à l'échelle du monde, la sagesse requise pour imposer des limites à notre action. Nous n'avons pas su nous interdire d'utiliser des armes atomiques, c'est un exemple. Et il n'y a rien à l'horizon qui indique que nous aurons la sagesse requise pour imposer des limites dans ce domaine-là.
Tout m'indique au contraire. Je suis d'ailleurs persuadé que, vous savez qu'il y a eu un clonage de brebis en Angleterre. Je suis d'ailleurs persuadé, moi, qu'un clonage chez les êtres humains a déjà été fait en secret et qu'on hésite à en parler parce qu'on craint les réactions. Je suis persuadé que ça a déjà été fait ou alors qu'on est en train d'essayer de le faire. Je pense que le problème, ça va être quand on va commencer à essayer ça sur les humains, parce qu'on n'a aucune idée des conséquences à long terme là-dessus, et puis ça, va falloir être prudent, parce que c'est ça le problème en science, c'est ça le problème en médecine, c'est que quand il y a un médicament sur le marché, quand il y a une nouvelle technique sur le marché, on ne sait jamais vraiment ça va être quoi l'effet de ces choses-là avant 25 ans, puis souvent il est trop tard. Il y a un point d'interrogation important, c'est celui des organes animaux qu'on utiliserait pour ce qu'on appelle les xénogreffes, c'est-à-dire des greffes chez l'humain, en l'occurrence, c'est ce qu'on cherche, d'organes animaux, d'animaux qui auraient été modifiés génétiquement pour ressembler, ou pour être compatibles au point de vue immunologique, là, avec l'humain. Alors on pense beaucoup au porc actuellement, puisque le porc est un animal qui nous ressemble beaucoup à bien des égards. On pense au porc et à faire des porcs transgéniques qui pourraient fabriquer qui pourraient être porteurs, au fond, de cœur, de foie, de rein, par exemple, qui seraient compatibles avec l'humain. Et donc, l'idée, c'est qu'on prendrait, chez ce porc-là, au lieu d'en faire du saucisson sec ou du jambon de Parme, on prendrait son cœur ou on prendrait son foie et on grefferait chez un humain. La plupart d'entre nous, nous trouvons tout à fait normal qu'on dépense des millions pour nous prolonger de quelques jours ou de quelques mois. Notre santé est notre absolu. Notre paradis, c'est notre prolongement indéfini. Nous rêvons tous, plus ou moins secrètement aujourd'hui, de vivre indéfiniment. Et c'est ce désir plus ou moins voilé d'immortalité terrestre qui est à l'origine de tout ça et qui est toujours la justification ultime de tout ça. Le jour où dans la population, parlons de l'Occident, parce que c'est l'Occident qui est en cause d'abord et qui est le leader dans ce domaine-là, le jour où en Occident, les gens subiraient ou vivraient une métamorphose intérieure telle qu'ils cesseraient de rêver du paradis sur Terre, ce jour-là, il redeviendrait possible, à mon avis, de s'entendre sur des limites à imposer dans ces recherches-là. Parce que un des inconvénients du fait qu'on n'impose pas de limites à ce type de recherche, c'est que des ressources considérables sont engouffrées dans cette recherche-là, ressources qui ne sont plus disponibles pour rendre l'humanité telle qu'elle est un tout petit peu plus heureuse. Les satellites vont nous tomber sur la Terre. Puis peut-être qu'il y a une comète qui va tomber en plus, puis tous les insectes vont nous envahir, les bactéries vont nous manger vivants. Non, je ne sais pas. Je suis convaincu que tout ce que Nostradamus a écrit va se matérialiser. Les 2/3 des prophéties sont déjà arrivées à terme. C'est ça, c'est difficile à déterminer. Chose certaine, c'est que la Troisième Guerre mondiale va arriver d'ici 25 ans, disons, d'ici 30 ans. Je pense pas, moi, en tout cas, compte tenu de la mondialisation, justement, est-ce qu'une guerre mondiale est actuellement possible? Moi, je pense pas, et je pense que la menace vient plutôt d'organisations terroristes ou d'États terroristes. Sur la planète, il ne faut pas s'en cacher, il y a des groupes de capotés qui sont prêts à aller très loin, même jusqu'à peser sur le bouton d'une bombe nucléaire. Mais comme je vous dis, d'après moi, la menace vient plutôt des armes biologiques et chimiques à cause de la facilité relative à les produire. Dans le fond, ça prend un type qui a peut-être une maîtrise en biochimie et puis donc un équipement de laboratoire qui vaut peut-être une dizaine de milliers de dollars. Donc, ce type-là peut produire des armes biologiques qui peuvent, dans une toute petite quantité, tuer des centaines de milliers de personnes. On parle de l'effondrement de l'ex-URSS. Il y a de la technologie militaire là qui est maintenant disponible à des groupes terroristes et qui, selon moi, ça, je me sens mal. Écoutez, ça me surprendrait qu'en Russie, qu'on puisse obtenir de l'anthrax pour une bouteille de whisky. Mais c'est sûr qu'actuellement, dans l'ex-Union soviétique, on a affaire à un État qui est complètement délabré. On a affaire à un pays en état de désorganisation où
il y a sans doute des centaines de savants, des centaines de militaires qui ont été engagés dans des programmes de recherche militaire sur les armes chimiques, biologiques et atomiques. Et ces gens-là n'ont pas d'argent, ils sont sans emploi et ils ont sans doute un accès facile à ce genre d'armes-là. C'est ça qu'il y a une tentation énorme pour ces gens-là, parce qu'ils savent qu'il y a sans doute des États, peut-être comme l'Iran, comme la Libye, comme la Corée du Nord, qui sont intéressés à en acquérir, et ils savent donc qu'ils peuvent avoir sans doute des centaines de milliers de dollars ou des millions de dollars pour ces armes-là qui pour eux, sont facilement accessibles. Donc, sur le 45e parallèle, il va y avoir une attaque nucléaire, et puis ça va toucher une des villes, soit Ottawa, Montréal, Portland, ou une des villes situées soit au Canada, soit aux États-Unis. Ça va être lancé par des musulmans. Actuellement, si on regarde la situation géopolitique internationale, bien d'un côté, vous avez les pays occidentaux et aussi les alliés de ces pays-là en Extrême-Orient, donc ceux qui ont finalement accepté le régime capitaliste mondial, et finalement, les seuls États qui sont réfractaires actuellement, ce sont des États musulmans qui ont une idéologie, donc qui pensent que l'islam devrait être imposé à l'ensemble de la planète, et qui ont la motivation aussi, dans plusieurs pays, de vouloir s'emparer du pouvoir et de vouloir changer complètement le système économique, le système social, le système culturel. Ces gens-là, si vous voulez, ont remplacé le communisme comme la principale idéologie de contestation dans le siècle, donc en cette fin de siècle et dans le siècle qui commence. Donc l'Iran, par exemple, pourrait facilement être le centre, et déjà le centre, si vous voulez, de cette contestation-là de l'ordre actuel qui est dominé par les États-Unis. Il y a des gens qui font des projections. Je pense à Yardeni, un économiste de grand renom là, et proéminent aux États-Unis, qui lui considère que ça pourrait mettre l'économie des États-Unis et du monde d'ailleurs en récession. Moi, jusqu'à tout récemment, l'an 2000, ça ne m'inquiétait pas. Je voyais que les gouvernements, toutes les grandes sociétés, Hydro-Québec, Gaz naturel, avaient pris des mesures, qu'il y avait des compagnies, des milliards de dollars qui étaient investis seulement en Amérique du Nord pour contrer le bug de l'an 2000. Mais ce qui me préoccupe, c'est que depuis quelques mois, je vois que la Gendarmerie royale du Canada a avisé que tous les membres de la GRC, de la fin de décembre 1999 au début de mars, on a annulé toutes les vacances. Et on a fait la même chose pour les forces armées canadiennes. Donc, la totalité des militaires canadiens ne pourront pas non plus prendre de vacances entre le mois de décembre 1999 et mars de l'an 2000. Donc, ces gens-là doivent s'attendre à ce qu'il y ait des bouleversements importants. Je vois que, par exemple, les forces armées canadiennes ont prévu que dans toutes les grandes villes du pays, ils vont déplacer des bateaux et des navires de guerre canadiens vont être dans le port de Québec, dans le port de Montréal, à Halifax, simplement dans vue de servir éventuellement de poste de commandement. Comme vous savez, un bateau de guerre, c'est une opération complètement autonome qui a toujours de l'électricité. Donc, c'est un peu inquiétant. Puis les gens ne se rendent pas compte aussi, on parle toujours du bug de l'an 2000, donc il va arriver à minuit le 31 décembre 1999. Mais les gens oublient aussi que le bug du 29 février de l'an 2000, parce que l'an 2000, au mois de février, ça ne sera pas une année bissextile, parce que c'est déjà prévu que les gens qui ont imaginé le calendrier, il y a déjà 400 ou 500 ans de ça, avaient prévu qu'à tous les 400 ans, on sautait une année bissextile afin de rétablir, bien sûr, la corrélation entre le jour où on est et le soleil. Et donc, l'an 2000, il n'y aura pas de 29 février. Et ça risque de provoquer un autre bug informatique. Et c'est pour ça que je comprends bien qu'on annule donc les vacances du mois de décembre au mois de mars afin de couvrir les deux événements. Donc, si on s'en réchappe au 31 décembre 1999, il va falloir espérer qu'on va s'en réchapper aussi le 28 février de l'an 2000. Mais je ne serais pas un partisan de dire ça y est, courez tous dans les abris nucléaires, ça va être la catastrophe, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus de nourriture dans les magasins, il n'y aura plus d'avions dans le ciel. Et puis les satellites vont nous tomber sur la Terre. Puis peut-être qu'il y a une comète qui va tomber en plus, puis tous les insectes vont nous envahir, puis les bactéries vont nous manger vivants. Non, je ne suis pas...
Bien, la surpopulation, c'est relié avec l'environnement, c'est relié avec placer 28 lapins dans une cage, puis vous allez avoir une vision probablement assez proche de ce qui va nous arriver sur la planète, je sais pas, d'ici 400 ans, 1000 ans, quelque chose comme ça. La croissance démographique engendre la pollution, engendre le besoin de construction, le besoin de consommation, le besoin de jeter ses ordures, puis c'est une grosse roue. Si on regarde un peu vers le passé, l'évolution de la population du globe a été absolument remarquable. Les êtres humains ont mis quelques centaines de millénaires à fabriquer leur premier milliard, qui a été atteint vers 1830 à peu près. Le deuxième milliard a mis 100 ans. Le troisième a mis 15 ans. C'est ça. Et puis, on les fait maintenant, on fait chaque milliard supplémentaire là, en 11 ou 12 ans. Bon. En même temps, la population musulmane va passer de, je pense qu'elle était d'à peu près 18% il y a quelques années, va passer à 40 ou 45% à la fin du siècle prochain. Bon, je n'ai rien contre les musulmans, mais disons que il y a certaines fractions des partisans de cette religion-là qui sont un peu inquiétants. Bon, il ne faut pas se le cacher. Le terrorisme, c'est pas toujours, mais souvent lié à des fractions mineures de cette population, il faut le dire. Il faut pas mettre tous les musulmans dans le même panier. Mais c'est quand même remarquable que c'est de là que nous viennent les terroristes les plus inquiétants. Alors, il y a peut-être une espèce de névrose collective de la société où nous vivons, qui est la société, encore une fois, occidentale, même si on a contaminé les autres sociétés avec cette espèce de manie. Il y a peut-être ça, c'est peut-être une interprétation possible, pourquoi pas, de la folie, l'hypothétique folie millénariste. Pourquoi pas? Il y a un passage de l'Apocalypse de Saint Jean où il est dit qu'il y aura un jour sur la planète une bataille définitive, après de nombreuses années de convulsions, une grande bataille où les bons triompheront des méchants. On l'appelle l'Armageddon, cette bataille-là. C'est un mot qu'on entend de plus en plus, Armageddon. C'est cette bataille où les bons triompheront enfin des méchants. Et après cette bataille, il y aura enfin 1000 ans de bonheur parfait ou de paradis sur Terre. Alors, c'est un texte où on a beaucoup puisé, bien sûr, parce que, justement, il y a une floraison d'images de toute nature qui frappe l'imagination. Le chiffre de la bête, là, qui est peut-être son numéro de téléphone, je ne sais trop. 666 ou 616, on ne s'entend pas sur les chiffres selon qu'on est en grec ou en hébreu dans les traductions. Alors, puis il y a l'idée d'Armageddon, et puis... Enfin, toute espèce d'imaginaire qui frappe les esprits, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, là, mais qui sont frappants pour des gens qui sont désolés de l'époque dans laquelle nous sommes. Et là-dedans, il reste les violeurs, les tortionnaires, les meurtriers, les fausses blondes avec des implants mammaires, qui sont coincés dans la position qu'on va laisser derrière nous et qui vont se taper pour l'éternité la musique du disco. Pas de moyen de se démolir. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles ne se sont pas déjà démolies. Alors là, c'est un espoir. Non, on s'est rendu jusque-là, c'est le pendant du désir de destruction. On s'est rendu jusque-là, pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas encore un peu? Chaotiquement. Toute bonne chose, la fin. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une fin du monde, mais ça va peut-être un autre début. Mais la planète, comme on la connaît présentement, avec les civilisations comme on la connaît, je pense que oui, il va y avoir une fin du monde. La fin du monde, ça prendrait quand même beaucoup, là. Ça prendrait... Parce que la fin du monde, on parlait de la fin de la Terre. La Terre, en tant que planète, elle est quand même assez grosse. Il y a quand même... La vie est quelque chose d'extrêmement acharné, obstiné. Je pense pas que la fin du monde comme telle va se produire pour des raisons astronomiques. Malgré le fait qu'on aurait un impact majeur sur la Terre, une chose est certaine, la vie va se redévelopper et va réapparaître.
La preuve, c'est que les dinosaures ont disparu, et c'est très embêtant si on était un dinosaure il y a 65 millions d'années, mais il y a autre chose qui a survécu. En fait, des petits mammifères ont survécu, puis ça a permis l'apparition d'hommes sur la Terre, des mammifères qu'on connaît, dont l'homme, entre autres. Or, on pourrait, en tant qu'espèce, disparaître, et pour nous, c'est la fin du monde. Il y aura toujours de la vie qui survivra. Quelque chose bon, une autre forme de vie qui survivra et éventuellement une autre forme d'intelligence qui viendra occuper la niche qu'on aura laissée après l'avoir beaucoup salie. La fin du monde idéal, je pense que ça se passerait comme ceci. La Terre ralentit dans son orbite. Les gens commencent à flotter dans les airs, les animaux, les choses. Il y a une lumière qui apparaît du trou dans la couche d'ozone. Et là, il y a les enfants et les hommes et les femmes qui ont vécu décemment, qui sont aspirés doucement vers la lumière. C'est un tunnel qui nous amène au paradis, à la paix, à l'amour, à la musique, de préférence du Lange, de préférence Tony Bennett, la chanson de Good Life. On s'en va là-dedans, puis on va être vraiment heureux. Sauf qu'il y a des gens qui restent. Et là-dedans, il reste les violeurs, les tortionnaires, les meurtriers, les fausses zones avec des implants mammaires, qui sont coincés dans la position qu'on va laisser derrière nous et qui vont se taper pour l'éternité la musique disco. La fin du monde idéal. On ferme toute la lumière en même temps, puis on va se coucher. De dos. C'est beau, non? On peut peut-être lire 5 minutes avant, là, mais la lumière se ferme. Bah, la fin du monde idéal, ce serait la fin du monde à laquelle je survivrais, si possible. Ce serait déjà ça. J'appelle de tous mes voeux un monde où les plus grands efforts scientifiques seront faits, non pas pour créer des armes de plus en plus puissantes dont on ne connaît pas l'effet ultime, mais pour trouver des moyens pour l'humanité de vivre en meilleure harmonie avec la nature. Et je suis persuadé que s'il y avait un référendum mondial où on demandait à la population, préférez-vous que les ressources matérielles de l'humanité soient utilisées à des recherches scientifiques conduisant à des applications de ce genre plutôt qu'à des voyages extraterrestres, je suis convaincu que la majorité de la population préférerait des recherches de ce genre. Alors, encore une fois, je crois plus dans cette matière-là, pour l'instant, dans la sagesse des peuples que dans celle de ceux qui nous dirigent en ce moment. Je reviens là-dessus, il y a une vision, puis ça c'est un cliché, il y a une vision à court terme des politiciens qui est en train de nous tuer littéralement, qui est en train d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. Ça c'est clair, net et précis, et il n'y a pas un maudit politicien qui a le courage d'agir là-dessus. Une date exacte pour la fin du monde, je dirais le 24 août 2538. En tout cas, dans plus ou moins 5 ans, à peu près. Fin du monde assurée. La pire fin du monde, je pense que c'est celle qui nous attend. C'est celle qui s'annonce. C'est pénurie des ressources énergétiques. C'est résistance aux antibiotiques, donc des super bactéries qui vont empoisonner le bétail, la volaille. C'est la disparition des bancs de poissons, donc au menu du tofu pour tout le monde, tout le temps. Ça, c'est grave. C'est finalement l'avenir dans les 50, les 100 prochaines années. Hubert m'a dit en entrevue qu'il restait, qu'il se demandait s'il allait y avoir des hommes encore sur la planète dans 100 ans. Dans 100 ans. Je trouve ça aberrant. La pire fin du monde, c'est celle qui s'annonce. Voilà ce qui pourrait se passer si vous continuez à faire les andouilles. Soyez tous là le lundi 27 août à 22h pour accueillir l'un des nouveaux moutons noirs de TQS, Jean Lapierre, animateur de la dernière édition du Grand Journal.